synthétiser les nombreuses questions qui sont arrivées, notamment sur le label bas carbone. Je dirais, il y a une première question d'ordre méthodologique, je dirais, portant sur les apports de matière organique au sol permettant du stockage de carbone. Est-ce qu'est pris l'ensemble du bilan de ces matières, le cycle de vie, depuis leur lieu de production, moyen de production, leur transport, stockage, épandage? Exemple, utilisation de biochar. Exemple, utilisation de pros qui seraient utilisés, épandus par ailleurs. Est-ce que ce sera quand même, ça donnera quand même lieu à de la compensation? Alors, j'imagine que la question, du coup, c'est pour le label Grande Culture. Oui, Euh, donc, pour ce qui est matière organique, donc, pour repréciser peut-être l'ensemble des calculs qu'on a définis, c'est à l'échelle de l'exploitation. Donc, le bilan se fait à l'échelle de l'exploitation. Et pour tout ce qui est émissions sur la production, sur le transport, ça concerne donc les calculs d'émissions gaz à effet de serre de la partie aval, donc qui peut être pris en compte quand on a les données, on les a précisées pour que ça soit pris en compte dans la méthode de calcul. d'accord. Ok. Une deuxième question sur le système de culture de référence. Quel est le système de culture de référence? Et de manière un peu associée, est-ce que des dispositifs déjà en place, bon, l'exemple donné était ici les systèmes bocagers de la Creuse, pourront aussi bénéficier du label bas carbone? Alors, la référence, ouais, j'ai pas eu le temps de rentrer dans le détail. En fait, la référence, donc, c'est l'évolution de réduction d'émissions ce qui se passerait si le projet n'était pas mis en place. Donc, pour estimer ce qui se passerait sans le projet, on a deux façons de faire. Donc, soit on a une méthode qui est dite spécifique, et donc là, qui est liée à ce qui se passait avant le projet sur l'exploitation spécifiquement. Donc, on recueille les données des 3 années avant la mise en place du projet pour estimer ce qui se passerait sans le projet. Donc là, c'est spécifique et c'est lié à l'exploitation. Et une méthode qui est plutôt générique. Donc là, c'est pour représenter ce qui se passe de manière moyennée. On a travaillé à recueillir des données moyennes, donc soit à des échelles les plus précises possibles, donc en essayant de descendre au niveau départemental et au type d'exploitation. Donc des données en termes de fertilisation moyenne, de fertilisation minérale, organique, de présence ou pas de couverts intermédiaires. Donc là, les données génériques sont là pour représenter ce qui se passe en moyenne dans la région. Et donc le projet se compare à l'une ou l'autre. D'accord. Et une dernière question, toujours sur le sujet label bas carbone. Est-ce qu'il est cumulable avec d'autres primes existantes dans les filières? Exemple, les primes GES, colza, tournesol. Mais il n'y a pas J'ai- de. Mais je crois que ça a été répondu dans le chat, il n'y a pas d'incompatibilité a priori. Ce qu'il faut montrer, c'est vraiment que le projet est additionnel par rapport à. Et donc il y a vraiment euh, que le, que le label bas carbone, enfin le financement d'un projet via le label bas carbone permet de mettre en place des pratiques qui ne seraient pas faites par ailleurs ou qui auraient disparu. Donc, a priori, il n'y a pas d'incompatibilité à ce qu'une prime GES permette soit orientée au regard du chiffrage qui est fait via le label bas carbone. Si c'est une prime interne de filière, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Oui. Très bien, merci pour ces précisions. Et des questions pour le dernier orateur. Donc une question sur la date prévisionnelle de la publication et la mise en application du décret. Bah, justement, c'est-à-dire que à ce jour, effectivement, en fait, jusqu'à maintenant, on avait un objectif lié à l'article de loi AGEC sur les boues qui était effectivement en juin 2021, mais au vu des éléments, c'est évident que ça ne sera pas possible. Donc, on va gérer le sujet des boues et de l'attente de la loi au travers en fait des textes spécifiques actuels de l'épandage des boues, de façon à ce qu'il y ait effectivement une évolution des critères d'innocuité spécifiques aux boues. Et pour ce qui est effectivement du décret, bah,
bon, là, actuellement, comme on n'a pas en fait de date finalisée, d'ailleurs, pour l'avoir, il faut qu'on ait effectivement une finalisation du projet suite à l'avis de notre service juridique et en intégrant l'étude d'impact. Donc actuellement, en fait, la saisine du Conseil d'État, ça semble. Alors, soit on arrive à l'avoir en fin de printemps, mais on est déjà en avril. Soit effectivement, si la saisine du Conseil d'État a lieu, je sais pas, à l'automne. On se retrouve après avec les éléments de publication, notamment la Commission européenne, on arrive avec quelque chose qui est plutôt début 2022 que mi-2021. Mais aujourd'hui, on n'a pas effectivement d'éléments plus précis, vu que ça dépend effectivement des dates du passage du Conseil d'État. Mais on aura effectivement, l'objectif c'est que à l'horizon mai 2021, donc dans 20 mois, là, on aura un nouveau projet intégrant ces éléments-là et on reviendra vers les parties prenantes. Et donc, à partir de ce moment-là, on aura peut-être recalé, y compris en lien avec le Conseil d'État, un nouveau calendrier qui permettra d'être plus précis par rapport à ce que je dis aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que la date de juin 2021 n'est plus tenable pour le décret. Très bien. Et deux questions qui portaient sur des spécificités autour des digestats et des effluents d'élevage. Comment ils vont être traités en particulier? Donc, dans le détail, là, c'est difficile à intégrer. Bon, les effluents d'élevage, effectivement, déjà, eux, ils ont, en fait, dans les projets de texte déjà présentés, on intégrait leurs spécificités, notamment car notamment au niveau traçabilité, etc., ils sont déjà encadrés en fait par le règlement européen sous produits animaux et c'est ces éléments-là qu'on retraduisait pour les intégrer dans le socle commun. Donc là, les éléments, donc la spécificité des effluents d'élevage, ça, ce qui est sûr, c'est qu'elle sera respectée. Et donc, c'est d'ailleurs valable pour toutes les matières. Il faut à la fois intégrer les spécificités des matières, de leur origine, de leur qualité et de leur usage, et en même temps avoir cette notion en fait, de socle commun, et y compris de façon à ce qu'après un utilisateur professionnel, il ait des informations qui lui permettent en fait de faire ses choix, qui peuvent être les mêmes qu'actuellement. D'ailleurs, notamment pour ce qui est de l'usage des effluents d'élevage, ils sont utilisés depuis des lustres. Donc, on ne peut pas perturber ces éléments-là. Par contre, effectivement, il faut qu'on donne une cohérence, et c'est ce qui est prévu. Donc ça, c'est pour les effluents d'élevage. Et puis après, et donc clairement, pour ce qui est de l'efficacité, par exemple, les effluents d'élevage, le règlement sous produits animaux encadre déjà l'intérêt spécifique de l'efficacité de ces effluents d'élevage. Donc là, on n'a pas revenu dessus. S'agissant des digestats, bon, ils seront gérés comme les autres en lien avec les notions d'innocuité, mais c'est effectivement sur les précisions, et donc c'est dans la liste des matières sur lesquelles il faut qu'on travaille pour voir comment on pourra caractériser l'efficacité des digestats, et sachant qu'effectivement un digestat de méthanisation, sa composition, la composition de ce qu'on met dans le méthaniseur et la composition de la sortie, effectivement, elle peut être très variable et on peut avoir des intérêts on peut dire des qualités très différentes et donc des encadrements, des précisions d'efficacité spécifiques presque à chaque digestat, donc à chaque nature digestat. Donc l'objectif, c'est bien de les intégrer selon leur spécificité. Très bien, merci pour vos réponses et vos précisions à la fois ici et dans le chat. Najat, je te laisse reprendre la main. Oui, merci Cédric. Donc, nous allons maintenant, merci à tous les intervenants et nous avons encore dépassé un petit peu, donc